زميلاتي زملائي، اليوم 30 يوما مرت على وفاة الشهيد المناضل زميلنا شكري قايد. اليوم كذلك هو يوم العالم التونسي 8 مارس، واليوم كذلك هو اليوم العالمي للمرأة. من أراد نضالا من أجل مبادئ سامية. عندما ودعنا شهيدنا كان التزامنا أن نواصل النضال، ونضال المحاماة زملائي الأعزاء كان ولا يزال في حلبات متعاقبة ومختلفة، ومن بينها نضال الدفاع عن الدفاع، ونضال الدفاع على مسيرة محاماة وطنية أولا مستقلة بالأساس، ومحاماة فاعلة متطورة. عهدنا للشهيد في يوم ألم وحزن ونحن نشارك الأربعينية نقول له أن نضالنا سيتواصل كما لو كنت معنا، وعلى هذا الأساس فإن عولمة الدفاع وانتصار محاماة أجنبية في بلادنا هو نضال، وسوف ترون على المدى المتوسط نضال جوهري حتى تبقى المحاماة التونسية تونسية بالأساس، وأن تبقى أولا وأخيرا مستقلة. هذا إطار عملنا، ونحن في أيام لوعة وأساء عند وفاة الشهيد كمال جنبلاط. قال الشاعر: اخفض علياءك يا علم، ونحن اليوم نحتفل بيوم العالم التونسي، فالحزن من شعبك والألم أعظم من حزنك يا دار، قد زاد حدادك آذار. آذار هو شهر مارس، والشهر الذي قيل فيه شهيد الحرية كمال جنبلاط، ونحن في شهر مارس، وفي 8 من شهر مارس 30 يوما عن اغتيال شهيدنا شكري قايد. إلى هنا تنتهي مقدمتي باللغة العربية. أليت على نفسي أن يكون ما أقوله في هذا المضمار باللغة الفرنسية حتى يقرأ من طرفنا نحن أولا، ومن طرف فاعلين متحفزين للدخول إلى بلادنا لامتهان المحاماة مزاحمين لنا. La signature des accords de Marrakech en 1994 a annoncé la fin d'un système de négociation de la libéralisation de l'économie mondiale par cibles de négociation sectorielles et quantitativement limitées. L'engagement des États signataires à un démantèlement global des obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges mondiaux a été l'aboutissement des accords de Marrakech. Le changement de mécanisme juridique dans les négociations s'est basé sur un postulat, et vous le savez très bien qu'un postulat c'est une formule jamais démontrée, que le démantèlement des obstacles aux échanges était source de progrès et de richesse, et que la naissance d'une nouvelle économie monde et globalisée profiterait aussi bien et de la même manière aux États les plus riches qu'aux États les plus pauvres. Les services, par l'absence de matérialité de leurs produits, avaient été jusque-là mis en dehors des négociations de libéralisation. La nouveauté des accords du GATT 94, a été de les intégrer dans un mécanisme de libéralisation qui devait prendre en considération leur spécificité. La réalité, du moins pour les services juridiques, a démontré qu'il n'en a été rien du tout, et que l'on a par assimilation intégré les prestations de l'avocat aux côtés d'activités sans aucune ressemblance avec celles prestées par l'avocat. Les services juridiques font
désormais et par effet de l'entrée en vigueur des accords du GATS, font partie des produits d'échange. Ils ont été classés dans la catégorie des services marchands et donc soumis au dogme de la concurrence pure et parfaite qui, d'après la théorie néolibérale, devait être en mesure de réguler par le mécanisme de l'offre et de la demande aussi bien le prix que la qualité du prix sur le marché. La crise mondiale, dont les effets se prolongent jusqu'à nos jours, a donné une antithèse à ces postulats et a démontré l'incapacité du marché à s'auto-réguler, surtout au niveau des services non marchands, à commencer par les services financiers. Les services financiers où les négociations de libéralisation ont été plus avancées que ceux pour les services non concernants, c'est-à-dire les services juridiques. Dans un article publié dans la revue Manière de voir, Frédéric Gordon annonçait déjà que face à un réformisme de façade qui ne détruit pas le risque de nouvelles crises, la réforme de l'ordre financier passe par l'adoption de principes clairs de régulation. Le principe même de la globalité du marché financier mondial unifié est mis en cause. Les accords de Bâle ont été déclarés unanimement inefficients pour réguler le marché financier. Le seul remède qui semble être convaincant est le recloisonnement du marché financier mondial, c'est-à-dire revenir à des frontières nationales et à une régulation nationale. Le maître mot de la nouvelle économie mondialisée a été l'ouverture à la concurrence et l'octroi au prix des produits des vertus de l'ajustement et de l'adaptation de l'offre à la demande en quantité et en qualité. Cette notion essentielle et fondamentale n'a pas eu droit à une analyse de son adaptation au service juridique. C'est-à-dire que nous avons assisté à une assimilation par ressemblance sans aucune analyse et prise en compte des spécificités de nos prestations de services. J'essaierai dans les développements qui suivent de préciser l'incompatibilité entre le métier d'avocat et les règles de la concurrence telles que compris et commercialisées par les tenants des théories néolibérales. Premièrement, les services juridiques sont des services non marchands. Je précise bien que non marchands pas pour nous, mais pas pour l'OMC, ni même pour les classements adoptés par les classements des Nations Unies concernant les métiers. Il est de notre devoir, nous praticiens de ce noble métier, de nous réunir autour d'un certain nombre de principes. Essentiellement, défendre la thèse que nos services ne sont pas des services marchands et que donc ne doivent pas être assimilés aux théories de la concurrence comme mode de régulation et de développement de nos services. Autre principe fondateur auquel on devrait se réunir et s'unir, c'est que le service juridique est un service unique. Vous allez voir que, aussi bien au niveau du classement des Nations Unies des services et métiers, qu'au niveau du classement de l'OMC, les services juridiques sont saucissonnés en plusieurs sous-catégories et sous-catégories. 6 pour les Nations Unies et 5 pour l'OMC. Je vous en cite quelques. Alors, pour les Nations Unies, nos services sont répartis entre services de conseil juridique et de représentation en droit pénal, services de conseil juridique et de représentation en procédure judiciaire et d'autres domaines du droit, services de conseil juridique et de représentation en procédure réglementaire de tribunaux quasi-judiciaires, conseils, etc., services de documentation et de certification juridique, etc. Pour l'OMC, le saucissonnage prend une autre forme, et nous avons alors 5 sous-sections, droit du
prestations en droit du pays d'accueil, conseil et représentation, droit du pays d'origine, droit international, conseil et représentation, service de documentation et de certification juridique, autres services de conseil et d'information juridique. Ce que l'on défend, ou que l'on devrait défendre ensemble, c'est que ces services juridiques devraient être considérés et doivent être considérés comme étant un service unique. Il n'est plus à démontrer que l'on ne peut être conseiller juridique sans avoir accès à la pratique juridique, c'est-à-dire au contentieux de la matière où l'on prétend être le conseil. L'association des éléments de législation nationale et de la pratique interne sont autant de facteurs qui font que le service juridique ne peut être assimilé à un service financier de spéculation ou autre qui obéit à des standards internationaux imposés par la loi du chiffre et donc prestés par n'importe quel expert dans n'importe quel pays. La consultation et l'exercice du contentieux sont des activités indissociables. La jurisprudence, dans ses nuances, détermine le produit qui est la consultation, qui à chaque fois fait appel à plusieurs branches du droit et par ce fait même, la profession de service juridique ne peut être saucissonnée en plusieurs niches d'activité et par souci d'efficience demeurera et devra demeurer une activité unique. Ainsi, une grande profession du droit constitue un service unique et un service spécifique qui ne peut être assimilé à aucun autre service. Deuxième élément de notre, je dirais, thèse, c'est que l'activité d'avocat est la seule activité permettant d'intégrer les services juridiques dans leur globalité. C'est-à-dire seul l'avocat peut prester tous les aspects et toutes les sections composant les services juridiques selon qu'on est du côté du classement des Nations Unies ou celui de l'OMC. Le mécanisme auquel on assiste dans un pays comme la France confirme ce postulat de départ, c'est-à-dire que seul l'avocat peut exercer tous ces aspects de du métier juridique, du métier de prestation juridique. Les publications et débats font apparaître que la profession d'avocat, tendant à englober d'autres activités du même secteur, telles que celle de conseil juridique, la fusion a déjà eu lieu, puis celle des conseils en propriété intellectuelle, et le grand débat sur l'absorption du grand métier d'avocat, de la profession de notaire. Ce mécanisme d'intégration, d'après nous, ira certainement en s'amplifiant, c'est-à-dire que la grande profession d'avocat intégrera les expertises les unes après les autres, aussi bien celles de conseil en propriété intellectuelle, conseil d'entreprise, de divers mandats dans les secteurs, les différents secteurs de notre métier. Et vous verrez que dans l'article 2 de notre décret-loi, vous avez vu naître plusieurs nouveaux métiers qui auraient dû être sous forme d'extension de notre monopole et qui n'ont été que cités. Il faudrait espérer qu'il s'agit d'une étape transitoire pour arriver à une extension réelle du monopole d'avocat. Et j'en arrive à vous en parler justement de ce monopole. Le monopole, résultat inévitable de la spécificité des services de l'avocat. La profession d'avocat appelle le monopole. Bien que décrié et bien que contesté par nos diverses administrations et corps de métier en Tunisie, le monopole restera une nécessité et devra rester pour nous une revendication centrale et majeure de nos organismes ordinaux en Tunisie, ordre et section bien entendu. L'accès à la profession d'avocat nécessitera inévitablement une connaissance approfondie d'une science de plus en plus complexe et en renouvellement perpétuel, qui est la science juridique. L'accès à la profession ne pourra être ouvert dans des conditions de connaissance, au demeurant de plus en plus approfondies et dont les études sont de plus en plus longues. La moyenne en Europe étant entre un bac plus 5 et un bac plus 6. En Tunisie,
nous sommes au moins à un bac plus 5. La profession demeurera donc une profession réglementée par des connaissances préalables avant l'inscription au tableau, ce qui est déjà le cas en Tunisie, toujours le cas en Tunisie, et des connaissances à vérifier ou vérifiables tout au long de l'exercice de la profession, et c'est ce qu'on aurait estimé voir dans notre décret loi. Ce n'est que partie remise, et nous espérons que l'on viendra justement à ce stade de formation continue obligatoire en Tunisie, le tout pour maintenir le monopole, défendre le monopole qui ne fait pas l'unanimité et surtout prétendre à l'extension de ce monopole. La profession d'avocat, autre composante de ce que je prêche, la profession d'avocat est une profession fondamentalement non capitalistique. Aucune étude n'a pu démontrer que la profession d'avocat pourra intéresser des investisseurs professionnels ou structurels par sa rentabilité. Sa production en valeur ajoutée semble demeurer, même lorsque cette activité est exercée dans le cadre de grandes firmes, comme relativement limitée. Le conseil et le contentieux ne sont pas et demeureront certainement des activités non spéculatives. C'est-à-dire que même si l'on passe d'une facturation sur la base du temps à une facturation qui prendra en considération le risque et les enjeux, et donc une facturation au forfait, la profession ne pourra produire de plus-value significative attirant des investisseurs structurels. Certes, certains pays comme l'Australie acceptent l'entrée en bourse sous certaines conditions des cabinets d'avocats. Ce mouvement demeure cependant isolé. Les risques qu'il présente, notamment en matière de conflit d'intérêts, et les limites qu'impose la déontologie sont beaucoup plus grands que le bénéfice que l'on pourrait en retirer. Le métier d'avocat nécessitant la mobilisation de moyens financiers relativement limités, contrairement à d'autres secteurs, l'attrait de cette profession aux investissements spéculatifs ne saurait atteindre de dimensions qui justifient de faire appel à un actionnariat externe non producteur, c'est-à-dire de non-avocats. La différence de qualité de prestation d'un cabinet à un autre n'obéit pour le moment à aucune norme objective, faisant l'objet de quelconque unanimité. Les agences de rating, de notation, ne se sont jamais intéressées à l'évaluation des cabinets d'avocats. Le produit des cabinets d'avocats, le conseil, est difficilement quantifiable en termes d'utilité. Ainsi, la différence de valeur intrinsèque entre cabinets dépendra plus du niveau global d'une profession dans un pays donné que du produit en lui-même. S'agissant d'un produit immatériel, dont l'efficience dépendra de plusieurs facteurs externes tels que les tribunaux, les administrations et le client consommateur final, s'il est savant et donc faisant bon usage des conseils et assistances qui lui sont fournis, ou s'il est désorganisé et ne tenant pas compte des avis qui lui sont fournis par son avocat conseil. La normalisation ne pourra en outre concerner que les modes de gestion de cabinet. La certification à la norme ISO 9000 ne pourra permettre de mesurer l'efficience ou l'utilité économique des cabinets d'avocats. La spécificité majeure de l'exercice de la profession d'avocat sous forme sociétaire est que l'actionnaire avocat cumule la qualité de producteur avec celle d'actionnaire et que pour produire, il est amené à devenir actionnaire car sa production est soumise à un certain nombre de conditions préalables et nécessaires, telles que le respect des règles déontologiques, le conflit d'intérêts, le devoir de dignité et de réserve, etc. etc. Accepter l'idée d'un actionnariat financier, donc détenant des parties déterminantes dans le capital d'un cabinet d'avocats, serait de facto incompatible avec les limitations déontologiques imposées aux sociétés d'avocats qui empêchent certaines pratiques telles que celles d'agents d'affaires, d'intermédiation spéculative, etc. Ce qui peut empêcher l'avocat
d'accepter un certain nombre d'affaires si intéressantes au niveau financier qu'elles puissent être, et ce, pour des raisons, entre autres, de conflit d'intérêts, par exemple. La profession d'avocat, en plus qu'elle n'est pas capitalistique, est une profession non concurrentielle. À côté des limitations spécifiques aux professionnels des services juridiques, que sont les avocats, vient s'ajouter une situation objective qui fait que le service juridique ne peut être un service concurrentiel. Qu'il soit conseil ou participant à un contentieux par des actes de procédure ou par des mémoires, l'avocat participe au service public de l'administration de la justice, étant l'initiateur des dossiers et celui à l'initiative duquel sont formulés des recours de tout genre. Il est en outre, par les consultations qu'il donne, un maillon incontournable dans la compréhension des textes et se trouve aussi associé à cette activité de service public par plusieurs contraintes telles que les règles de confidentialité et de non-communication de pièces. Certes, une des cibles majeures du GATS a été et demeure toujours le démantèlement des services publics, tels que santé, enseignement public, etc. Celui des services juridiques ne semble cependant pas être visé pour le moment du moins. Il y va de la notion d'État, basée depuis le Moyen-Âge sur les notions de banum et de monnaie, c'est-à-dire l'État battant la monnaie et administrant la justice. Les méthodes alternatives de règlement de différends, telles que la conciliation, l'arbitrage, etc., n'ont pas réduit la sphère d'activité du service public de la justice. Bien au contraire, il semblerait que dans certains pays, l'arbitrage n'a pu avoir les développements que l'on espérait. C'est un peu le cas de la Tunisie. Ainsi, cette association au service public de l'administration de la justice sous ses aspects les plus divers donne une autre spécificité à la profession d'avocat qui ne peut être comparée ou assimilée à aucun autre service. La concurrence entre avocats exerçant individuellement ou dans le cadre sociétaire ne pouvant s'exprimer que par la qualité de leurs prestations et accessoirement par les prix de ces prestations, ce qui laisse une marge très limitée pour l'assimilation des services juridiques aux autres services tels que le transport, les activités d'assurance ou de banque. La faible valeur ajoutée des services juridiques fait que la concurrence par le prix ne pourra en aucun cas être un facteur déterminant. La dépendance par rapport aux sources de financement capitalistiques se trouvant à un moment à un autre en contradiction avec les principes déontologiques élémentaires. Ainsi, avec autant de spécificités et une faible valeur ajoutée, la profession se trouve cantonnée dans une réalité nationale, voire même locale. Et l'ouverture de la profession à la concurrence internationale ne présentera aucun intérêt pour les clients, ni pour les services publics de l'administration de la justice. Problématique du GATS par rapport à la profession d'avocat. L'exercice de la profession d'avocat dans le cadre du GATS a été présenté sous 4 formes possibles. La première forme, c'est une fourniture de services transfrontalière. Dans ce cas, le service est fourni au-delà des frontières sans le déplacement de personnes et de moyens. La deuxième forme est la consommation de services à l'étranger, c'est-à-dire le consommateur se déplace dans un pays étranger pour y consommer un service juridique produit par des avocats nationaux. La troisième forme est une présence commerciale, c'est-à-dire que le prestataire originaire d'un pays étranger fournit une prestation juridique sur le territoire d'un autre pays. La quatrième, c'est une présence physique. Il s'agit dans ce cas d'un fournisseur, un prestataire de service qui va changer de résidence pour prester ses services dans un autre pays. Pour fonctionner, ces mécanismes ont besoin d'une réalité économique sous-jacente, c'est-à-dire que l'activité prestée par ces avocats venus de l'étranger ne trouve pas prestataire dans le pays de destination. Autrement dit, le cas idéal serait
qu'un avocat venant d'un pays A dispose de connaissances dans le droit d'un pays B meilleures que celles des avocats ressortissants de ce pays B. Là, nous sommes au cœur du problème, nous sommes au cœur de la problématique que voudrait résoudre le GATS en ouvrant les frontières d'un pays à la prestation étrangère. Dans ce cas, l'on est dans le cadre idéal de l'exportation, où un pays exporte vers un autre pays les produits dont il est devenu spécialiste, ou que le pays destinataire et que le pays destinataire ne peut produire dans les mêmes conditions de qualité. Est-ce que ce postulat se vérifie dans les professions juridiques? Sur le plan pratique, on est loin de la réalité. Et on ne peut que émettre des suppositions qui, à mon sens, sont loin de se confirmer pour le cas de la Tunisie. Certes, le niveau de l'enseignement entre pays est différent. Il est évident que les avocats ayant eu un enseignement dans de prestigieuses universités auraient éventuellement un niveau dans l'analyse et la rédaction meilleur que ceux qui ont été dans des institutions d'un niveau moindre. Il est cependant inconcevable de penser qu'un avocat étranger ayant fait des études à l'étranger et résidant dans un pays étranger puisse avoir une prestation en droit dans un pays, je prends l'exemple de la Tunisie, de l'Égypte ou du Maroc, par exemple, meilleure que celle d'un avocat national ayant fait ses études en droit dans son pays d'origine. La solution à ce paradoxe pour l'Union européenne a été la distinction entre les différents modes d'exercice. J'avais prévu de faire un court développement sur la situation en Europe, mais je laisse ce plaisir à notre confrère Yvon Palais pour vous en donner tous les développements possibles. Et j'en arrive à une conclusion sommaire. Dans en conclusion, la libéralisation des services, du moins pour les pays en voie de développement, tel que notre cas, s'il est tenté, si l'on peut toujours parler de la Tunisie, pays en voie de développement, aura inévitablement une connotation de domination économique exercée sur ces pays. Le droit est certes en train de s'internationaliser, c'est-à-dire que les mécanismes juridiques sont amenés à devenir comparables et proches. Les spécificités nationales demeureront cependant des spécificités de taille et justifiant l'enseignement du droit dans des institutions nationales et nécessiteront une compétence nationale aux couleurs du pays. Les multinationales dans leur développement, en dehors des frontières de leur pays d'origine, ont eu tendance à se faire assister par les avocats venant de leur pays d'origine et qui auront sous-traité ou s'associer à des avocats nationaux pour exécuter un certain nombre de missions dans ces pays. Il faudrait peut-être avoir le courage d'appeler les choses par leur nom et de reconnaître que l'on n'est plus dans un modèle de développement, mais plutôt dans le cadre d'une crise de confiance et de quelques suspicions sur la moralité et sur le niveau de l'avocat national. Dans quelle mesure celui-ci va-t-il défendre les intérêts de son client venant d'outre-mer, venant de l'étranger, dans les mêmes conditions et avec la même probité que celle qu'aurait développé un avocat venant du même pays que celui de l'investisseur ou d'un pays tiers? Voilà ainsi la question majeure posée en des termes clairs et, entre guillemets, peut-être un peu trop clairs, mais finalement, c'est la question fondamentale qui nous préoccupe aujourd'hui. À ce stade de l'analyse, les offres de certains pays au niveau du GATS démontrent l'absence d'une volonté réelle de libéralisation et donc de la résistance et de la subsistance pour certains pays de la protection de l'avocat national. La crise mondiale a mis fin à toute la confiance qu'avait le public dans la globalisation. Et dans ce monde sans frontières, nous serons amenés à réfléchir à d'autres champs d'activité qui seraient la création de normes objectives internationalement reconnues pour l'évaluation des prestations des avocats.
en pays d'accueil et à l'étranger. La création de structures nationales entre les barreaux, développant une activité de coopération réelle, permettant d'assurer un service juridique tenant compte des spécificités nationales et permettant à l'avocat national d'assurer une prestation selon les mêmes normes que celles internationalement reconnues, autant de propositions qui peuvent en partie répondre aux grandes questions qui intéressent justement les investisseurs étrangers. Les congrès de barreau devraient donner des recommandations permettant la révision des lois réglementant la profession d'avocat pour une meilleure harmonisation dans le mode d'accès à la profession ainsi qu'au mode d'exercice. On a parlé dans un congrès de l'UA à un moment donné d'un projet de déontologie internationale pour les avocats, ce qui serait une solution et une forme de protection, je dirais entre guillemets, de l'avocat national. Le soutien de l'effort de transparence des pays en voie de développement afin d'assurer la publication des jurisprudences et des avis donnant aux avocats les outils d'une prestation standardisée pourra aussi être une approche de solution au problème. Ayant su conserver, malgré les agressions, son indépendance, sa déontologie et une sphère assez indépendante pour son monopole, la profession d'avocat sera amenée, à cause de sa spécificité, à participer à l'effort de régulation que nécessitent les solutions à la crise économique actuelle qui sévit dans le monde. Il faudra faire de sorte que nos barreaux soient présents et qu'ils présentent une vision prospective associant les avocats à une réforme structurelle des métiers de la finance. L'avocat du XXe siècle serait donc aussi un organe de contrôle et un organe de régulation. L'idée de développer l'avocat conseil exerçant une activité d'audit juridique venant compléter l'activité d'audit comptable et financière effectuée par les commissaires aux comptes devrait être le prochain chantier à étudier. Enfin, je persiste à croire que ce n'est pas par la prestation transfrontalière que l'on garantit pour la Tunisie au moins, mais pour beaucoup de pays comme la Tunisie, une prestation de qualité, mais c'est surtout par la normalisation de nos services et une meilleure formation de nos avocats. Ainsi, j'en arrive à la fin de mes propos et je conclurai en disant que un métier d'avocat aux couleurs du pays n'est en aucun cas un empêchement au développement des investissements étrangers. Bien au contraire, s'il est autorégulé, si ces structures ordinales fonctionnent correctement, la prestation de l'avocat national pourra certainement valoir celle de l'avocat étranger. Et merci de votre attention.